Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la Journée mondiale de l'océan. Mesdames et messieurs, bonjour. L'océan recouvre plus de 70% de la surface de notre planète. Il régule le climat, produit une part importante de l'oxygène que nous respirons, absorbe une grande quantité du dioxyde de carbone émis par les activités humaines et constitue une source essentielle de nourriture et de revenus pour des milliards de personnes. Pourtant, jamais les océans n'ont subi autant de pression, réchauffement des eaux, pollution plastique et bien d'autres. Alors que les alertes scientifiques se multiplient, une question demeure: avons-nous encore le temps d'agir pour sauver les océans et préserver leur rôle pour les générations futures? Pour en parler ou pour en débattre ce matin, mesdames et messieurs, nous recevons trois invités. Le docteur Frédéric Bonou, il est océanographe. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, à vos côtés, nous avons le professeur Zachary Sou. Vous êtes océanographe, ancien directeur de l'Institut des recherches halieutiques et océanologiques du Bénin, IROB. Bonjour professeur et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour madame la journaliste, le plaisir est partagé. Et puis enfin, nous avons sur ce plateau Dr Christian Adjé, spécialiste des questions liées à l'océan. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour madame la journaliste, le plaisir est partagé. Alors, il faut dire que le plaisir est véritablement partagé sur ce plateau. Et bien sûr, comme je vous le disais, mesdames et messieurs, chaque année, le 8 juin, le monde célèbre la Journée mondiale des océans. Une journée qui rappelle le rôle essentiel de l'océan dans l'équilibre de la planète et dans la survie de l'humanité. La première question à vous, docteur Frédéric Bonou. Pourquoi les aires marines protégées sont-elles devenues aujourd'hui un enjeu vraiment stratégique pour l'avenir des océans? Merci beaucoup madame la journaliste. Les aires marines et protégées sont des espaces que nous devons protéger du fait de leur capacité de pouvoir abriter les espèces, la biodiversité marine, et c'est des zones qui sont riches en espèces, en différentes espèces marines, biologiques. Les poissons, ce sont des aires qui sont affectées par les changements climatiques, notamment le réchauffement climatique, ce qui donc contribue donc à chauffer, à rendre ces milieux qui sont des milieux qui sont affectés par aussi la pollution marine, l'acidification de l'océan. Donc, c'est des zones d'intérêt donc à protéger. Si nous protégeons ces zones, nous protégeons aussi notre environnement. Alors, au-delà de la protection des espaces marins, la communauté internationale s'est également fixé un objectif ambitieux, protéger au moins 30% des océans d'ici 2030. Alors, docteur Christian Adjé, pourquoi cet objectif est-il aujourd'hui considéré comme une urgence mondiale? Oui, merci madame la journaliste. En fait, on doit retourner un peu en arrière. Dans les années 50 à 60, les ressources halieutiques se prélevaient normalement avec un rythme de renouvellement de la ressource. Mais après cette génération, nous sommes rendus dans les générations 80, 70 à 80, qui fait que l'industrie des pêches s'est accélérée. Donc les prélèvements au niveau marin sont devenus énormes et c'est par rapport à ça que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, ont décidé de la création des aires marines protégées. Entre-temps, avant 2020, avant les années 2020, on nous avait donné un pourcentage de 20% que tous les pays n'ont pas arrivé à atteindre. Et après, maintenant, on est passé maintenant à 30-30, c'est-à-dire
30%, de pouvoir protéger 30% de notre espace. En fait, si on ne fait rien, l'industrie de pêche est en voie aujourd'hui de prélever tout ce que nous avons comme biodiversité. Parce que, oui, à cause du commerce. À cause du commerce, la gourmandise surtout, puisque les gens veulent en fait beaucoup de gains. Donc, ce qui fait que quand ils vont en mer, ils sont capables de prélever tout ce qui est là. Ils poursuivent les ressources et ils ramassent presque tout. Avec des engins destructeurs de l'habitat de la ressource. À cette allure, si on ne fait rien, c'est qu'à la longue, on n'aura plus rien. On n'aura plus rien. L'industrie de la pêche va transformer l'océan en un désert de liquide. Donc, nous allons avoir un liquide, mais nous, on n'aura plus rien. Les effets se font sentir déjà aujourd'hui par rapport à la pêche. Quand nous allons à la pêche aujourd'hui, ou quand vous regardez les pêcheurs, quand ils viennent, ils font des heures, ils font des jours même en mer, mais quand ils reviennent avec très peu de quantité de poissons. Je pense que nous allons y revenir pour ces détails. Alors, il faut dire que les scientifiques alertent depuis plusieurs années sur la dégradation progressive des océans. Professeur Zachary Sow, dites-nous déjà entre changement climatique, pollution et pressions humaines, les océans sont-ils réellement en sursis? Oui, Madame la journaliste, comme vient de dire les prédécesseurs, l'océan est vraiment en sursis et il urge de commencer par y veiller, avec attention. Parce que ouais, chaque année, il y a la journée mondiale de l'océan que nous avons et cette année, le thème des Nations Unies, c'est réimaginer, au-delà du monde que nous connaissons, une nouvelle relation avec les océans. Ça veut dire qu'il y a une attention particulière qui est accordée aux océans. Et dans tout le monde, il faut que nous essayions de tout faire pour sauvegarder nos océans, sauvegarder nos ressources, sauvegarder l'homme même, parce que tout ce que l'homme fait, c'est avec l'océan. Parce que l'océan, c'est le poumon de notre économie d'abord. Et d'abord, c'est une survie pour la population mondiale, parce que nous avons un seul océan, au fait. Parce que les océans communiquent, donc nous avons un seul océan. Donc aujourd'hui, nous avons des défis à relever, défis, pollution de tout genre, chimique, le plastique, et nous sommes obligés de faire vraiment attention pour adopter un comportement qui nous permettrait de vraiment protéger les océans, protéger les ressources en général. Parce que par rapport à l'importance de l'océan, il faut voir quelle est la population, tout ce que l'océan nous donne, du point de vue nourriture, du point de vue transport, du point de vue oxygène, le CO2, tous ces rôles-là sont joués par l'océan, qui constitue un mémoire du climat, qui constitue en même temps un gisement thermique. Donc nous avons intérêt à veiller sur la protection de nos océans. Alors, pour comprendre les enjeux de cette mobilisation, il faut d'abord mesurer ce que représente réellement l'océan pour notre planète. Et vous l'avez bien remarqué, nos invités sur ce plateau ont déjà planté le décor en parlant du rôle essentiel, bien évidemment, que joue l'océan. Alors, dites-nous, docteur Christian Adjé, quel rôle joue concrètement parlant l'océan dans la régulation du climat mondial? L'océan occupe près de 70% de la Terre. Et 70% de la Terre remplie de liquide, de l'eau. Vous comprenez? Donc, si vous voyez, c'est sans l'océan, en réalité, personne ne pourra vivre sur le continent. Ça va se réchauffer au point où aucun être vivant ne pourra rester. Oui, je donne juste un seul exemple. Quand vous allez à la plage, marchez un peu, un moment à la plage et touchez votre corps. Vous allez voir que vous avez déjà des dépôts d'eau. Donc, qui rafraîchit déjà le continent. Donc, l'océan a un rôle très vital qui est d'abord d'adoucir le climat avec les rayons solaires, donc avec les mouvements qu'on remarque au niveau de l'océan. Ça fait que ça donne les bulbes d'air qui rafraîchissent le continent, qui est d'abord le rôle prépondérant, vital pour la vie. Après ça, tout à l'heure, on a dit que l'océan donne plus de 50% de l'oxygène que nous respirons.
et encore emmagasine le CO2 que nous dégageons. Parce qu'au fur et à mesure, on tire de l'oxygène, nous dégageons le CO2. Et ce CO2-là s'accumule où? C'est l'océan qui absorbe ça. C'est pour ça que souvent on dit que l'océan aussi a un puits de carbone. Donc, aspire le CO2 et nous donne de l'oxygène par rapport au mouvement des océans, tout ça. Donc, vous voyez ce rôle de régulation du climat. Alors, je reste avec vous toujours. Dites-nous, pour un pays côtier, un peu comme le Bénin, que représente concrètement l'océan en termes de développement, de sécurité alimentaire et surtout en matière d'emploi? Au Bénin, l'océan est le poumon de l'économie du Bénin. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gisement au Bénin. Et qu'est-ce qui nous permet de payer toutes nos dépenses, les salaires et autres? C'est par le transport maritime. D'accord? Donc, l'océan est déjà le poumon de l'économie du Bénin. À part tout ce que nous avons dit que l'océan fait. Nous avons plusieurs océans, nous avons 5 océans, mais comme on l'a dit, les océans communiquent entre eux. Donc, on a un seul océan et qui rafraîchit les 30% de la terre qui existe. Donc, à partir de ce moment, vous voyez un peu l'importance par rapport au Bénin. Nous avons un océan et cet océan-là, c'est ça qui nous permet de tirer notre ressource financière et pour gérer le pays. Alors, malgré son importance stratégique, il faut dire que l'océan est aujourd'hui confronté à des menaces sans précédent. Alors, dites-nous, Dr Frédéric Bonou, quelles sont actuellement les principales pressions qui pèsent sur les océans ou encore sur l'océan à l'échelle mondiale? Merci, madame. Alors, si nous revenons au Bénin, et précisément donc au sud du Bénin, les villes comme Cotonou, Ouidah, Grand Popo, ce sont les villes qui sont affectées par l'érosion côtière. Les études récentes que nous avons effectuées à travers les outils satellitaires et les outils d'observation de caméras nous ont montré que Grand Popo, les villes comme Grand Popo et Semenkoji sont des villes qui sont fortement affectées par l'érosion côtière. Les études sur 40 ans montrent qu'à Grand Popo, près de plus de 200 mètres de recul de terre. Et quand on remonte à Semenkoji, on retrouve sur ces périodes d'érosion côtière allant à 25 mètres par an. Ça prouve que vraiment notre côte est affectée. De plus, le professeur Zachary a parlé tout à l'heure du rôle de l'océan à absorber le CO2 et donc à nous permettre d'avoir de l'oxygène. Sur ça, il y a des études qui ont été réalisées et ces études ont montré que sur donc, la période de 40 ans, le CO2 a considérablement augmenté. Et ceci affecte notre océan, et l'acidification de l'océan, le pH qui diminue, et ainsi donc l'habitat et la biodiversité est ainsi directement affectée. Il y a aussi l'élévation du niveau de la mer, qui est aussi donc à considérer. En plus de ça, il y a l'oxygène aussi qui diminue. On a dit que l'océan produit environ de 50 à 80% de l'oxygène que nous respirons. Majoritairement, c'est l'océan qui produit plus que nous fournit d'oxygène. Alors, cet oxygène est en manque vu donc qu'il y a donc ce changement climatique et au réchauffement climatique. Alors, comment est-ce que le changement climatique transforme-t-il déjà les océans aujourd'hui, professeur Zachary Sow? Merci beaucoup. Le changement climatique, c'est, disons, le changement des paramètres physico-chimiques. Paramètres physico-chimiques. Nous avons, il y a le transport des sédiments. Nous avons l'élévation de la température qui affecte beaucoup les ressources marines vivantes. Parce que vous savez que quand nous avons les ressources doivent rester dans un certain gradient de température pour pouvoir subsister. Donc, avec le changement de la température, nous avons un risque. Le risque, c'est de voir des espèces disparaître à jamais, ou soit des espèces qui vont s'éteindre
à jamais, ou bien d'autres vont se déplacer pour aller dans d'autres régions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les études, on dit que avec le temps, si la température doit augmenter à ce rythme, on risque d'avoir au niveau de l'équateur, là où la température elle est chaude, au niveau des tropiques, il y aura moins d'espèces de poissons parce que tous les poissons vont migrer vers les zones tempérées, là où la température n'est pas très très élevée. C'est cette température-là qui est favorable pour les espèces, pour leur développement et pour, disons, la reproduction. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand nous parlons d'upwelling qui n'est rien d'autre que la remontée d'eau froide, chargée de nutriments et qui apporte la nourriture aux espèces. Donc, si nous avons ce changement climatique qui affecte le milieu, l'environnement dans lequel les espèces vivent, ça veut dire que ça affecte déjà les espèces même, et par surcroît, ça affecte alors la nourriture, comme on dit, et la sécurité alimentaire. Et non seulement la sécurité alimentaire, il y a nous les hommes qui sommes là et que nous sommes affectés si nous n'avons pas assez de ressources, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit tantôt les collègues, si aujourd'hui nous constatons la rareté des poissons, parce que la capture par unité d'effort aujourd'hui a diminué de façon considérable. L'effort que les pêcheurs fournissent pour avoir 1 kg de poisson aujourd'hui, l'effort est multiplié par 4, par 5, sans qu'ils aient cette quantité de poissons. Je ne vous coupe pas, mais est-ce à dire que ces changements ont déjà des répercussions au niveau des pêcheurs? Tout à fait. Ça a des répercussions au niveau des pêcheurs et leur pouvoir d'achat. Ça veut dire que leur subsistance a déjà connu un problème aujourd'hui. Parce que quand vous allez au port aujourd'hui, le poisson est rare. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans tout le monde. C'est dans tout le monde, ce n'est pas seulement au Bénin. Donc c'est dans tout le monde. Donc il faut faire face à ce gap. Il faut nécessairement faire recours à l'aquaculture qui pourra nourrir la population. Sinon, avec le temps, si on va à ce rythme qu'on doit prélever de façon naturelle avec les engins prohibés, les engins à petite maille que nous utilisons aujourd'hui, ça veut dire que l'avenir est sombre avec les pêcheurs. L'avenir des pêcheurs est sombre. Et si l'avenir des pêcheurs est sombre, ça veut dire que nous aussi, population qui consommons ces produits-là, nous avons de problèmes. Alors, dites-nous déjà, est-ce à dire que les aires marines protégées ont aussi un rôle à jouer dans tout ce paramètre-là? Ah oui, les aires marines protégées ont un grand rôle à jouer parce que les aires marines protégées constituent d'abord une des méthodes de gestion durable. Et cette méthode de gestion durable fait que nous sommes obligés de... C'est comme des réserves où les poissons arrivent. Les poissons ont une certaine quiétude pour pouvoir pondre, pour pouvoir faire de ce milieu-là un milieu où ils vont se reproduire et vraiment alimenter la cohorte, alimenter tout le stock que nous avons. Donc c'est pourquoi les aires marines protégées sont très très importantes pour la gestion durable, pour l'économie de nos pays. Et il faut vraiment s'en préoccuper. Et il faut faire un suivi. Parce qu'il ne suffit pas de créer les aires marines protégées pour créer. Il faut nécessairement suivre et évaluer de façon périodique pour voir comment est-ce que ça évolue. Et ça, c'est le rôle des scientifiques qui doivent y veiller nécessairement. Ça veut dire que les scientifiques et les gestionnaires doivent travailler en tandem pour pouvoir vraiment évaluer ces aires marines protégées. Alors, on évoquait tout à l'heure les différentes menaces liées à l'océan. Alors, parmi les menaces les plus visibles figure en quelque sorte la pollution, notamment celle liée aux déchets plastiques. Déjà, dites-nous, Dr Christian Adjé, quelle est aujourd'hui l'ampleur de la pollution plastique dans les océans de manière concrète? Merci Madame la journaliste. Je définis souvent la pollution marine par la mauvaise gestion des déchets depuis les ménages, depuis nos ménages.
Dès que nous gérons mal les déchets depuis le ménage, ça se retrouve en milieu marin. Donc, c'est ça le problème. J'ai une poubelle à la maison qui n'est pas fermée. La nuit, c'est déversé par les animaux qui errent comme les chiens. Et finalement, les dégâts, le vent emporte les sachets et puis finalement, ça se retrouve en milieu marin. Je mange un yaourt, comme les enfants, et on balance ça dans la nature. On pense que ce n'est pas allé en milieu marin, mais malheureusement, ça se retrouve en milieu marin. Les gens qui sont au nord, par exemple, pensent qu'ils n'ont rien à voir avec la pollution marine, parce qu'ils sont loin de l'océan, mais ce n'est pas vrai. Nous avons les plans d'eau qui convoient tout ça là au niveau marin. Si bien qu'aujourd'hui, en faisant le point, les recherches ont montré que des tonnes, des centaines de tonnes de déchets s'accumulent tous les jours dans le fond marin. Au point où même ça a commencé ça a commencé par faire des collines au fond de la mer par rapport à ça. Et les dégâts sont là. Par exemple, un déchet qui se retrouve, surtout les sachets qui se retrouvent en milieu marin. Dans un premier temps, ce sachet va submerger, va se promener, et les ressources comme les poissons, les tortues marines vont les prendre comme des méduses, et vont les consommer. Et en consommant ces ressources, vous voyez, puisque le sachet est non dégradable, vous voyez le dégât au niveau de l'estomac des animaux. On a connu ici au Bénin d'échouage de baleines, de cétacés, mais après l'autopsie, c'est des sachets que nous avons découverts dans les intestins, qui ont fermé l'intestin, et qu'à partir de ce moment, les intestins vont commencer par se dégrader au point où finalement l'animal meurt et échoue. Donc vous voyez un peu les dégâts. La ressource qui devait servir à la consommation humaine, finalement, est détruite par les sachets, par nos actions nous-mêmes, nous les humains. Donc, comme l'a dit, le thème de cette année, le suicide, c'est que les hommes ont condamné l'océan. Les hommes ont condamné l'océan. Sinon, quand on dit tu es condamné par suicide, ça veut dire que tu es condamné, mais tu n'es pas en réalité en prison. Absolument. Voilà, comme on ne peut pas mettre l'océan en prison, donc les hommes ont condamné l'océan, puisqu'on pense que c'est un dépotoir pour tous nos déchets, et malheureusement, on va encore là-bas pour aller chercher à manger. Vous comprenez? La belle preuve que les conséquences de cette pollution remontent jusqu'à notre alimentation, y compris notre état de santé. Bien sûr, les microplastiques par exemple, dès qu'un animal ingère les microplastiques, par exemple les poissons et autres, là, l'homme va consommer, l'homme est au niveau de la chaîne, l'homme va consommer ce poisson-là, donc vous comprenez que le plastique que nous avons jeté, nous-mêmes, se retrouve dans notre ventre, puisqu'on va consommer le poisson. Et le poisson, en train de consommer les microplastiques, c'est-à-dire des petits plastiques et autres, là, qui ne vont pas peut-être le tuer, mais qui vont rester pendant longtemps dans son organisme. Oui, donc en consommant ce poisson, c'est que vous consommez directement le plastique. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? Donc, les déchets que nous pensons envoyés dans la nature, envoyés dans l'océan, se retrouvent alors dans notre assiette. À la suite. Alors, ces défis mondiaux trouvent également un écho particulier sur les côtes béninoises, bien sûr. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis environnementaux auxquels fait face l'espace maritime béninois? Docteur Frédéric Bonon. Le Bénin a affecté considérablement et les tendances actuelles ne sont pas les mêmes un peu partout. À Grand Popo, nous avons donc l'érosion côtière qui varie de 5 à 6 mètres. C'est une zone qui est en équilibre suite à des activités de protection et qui ont été effectuées à ce niveau. Nous avons, par exemple, à Cotonou ici, à l'ouest du port, nous subissons donc l'agression à ce niveau. Et pendant que juste à l'est, donc après le port, c'est l'érosion côtière et qui donc sévit à ce niveau. Le gouvernement a mis en place, oui, des moyens de protection à travers des épis pour protéger cette zone, mais l'érosion continue toujours de sévir. Et vers Sémé-là-bas, là où l'épi s'est arrêté, nous pouvons voir, si nous visitons la plage, que oui, que cette zone a été considérablement affectée. Donc il y a eu vraiment plusieurs mètres de terre que nous avons perdu, que le territoire béninois a perdu ainsi. Et donc, à ces mêmes produits, n'en parlons pas, les études, comme je l'ai dit récemment, montrent que l'érosion côtière continue de sévir là. Il y a bien sûr donc l'érosion côtière. Tout ceci donc fait que nous sommes en train de perdre une partie donc de Cotonou, et pour ne pas dire le Bénin. Voilà, quand nous étions
dans les écoles primaires, on nous disait, oui, voilà, le Bénin, ça fait telle superficie. Mais avec l'avancée de l'océan aujourd'hui, quand on va refaire encore des mesures géographiquement, en termes de superficie, nous allons voir que ça a diminué. Donc le Bénin fait face à ces enjeux. Aujourd'hui, la pollution, on en avait parlé tout à l'heure, et qui donc est un phénomène qui vraiment nous affecte. Et comme l'a dit mon prédécesseur, oui, si nous n'adoptons pas de bons comportements maintenant, nous sommes en train de détruire donc notre océan, et par ricochet, c'est notre santé qui est affectée. Et un océan que nous protégeons maintenant, c'est une façon de protéger les générations à venir. Alors, vous avez bien évidemment exposé la réalité voilà, à laquelle le Bénin fait face aujourd'hui en matière d'érosion côtière, encore en matière de crise liée à l'océan, tout ce qui menace voilà, cet écosystème-là. Alors, dites-nous quelles sont les conséquences économiques de cette dégradation pour les communautés côtières. Merci, madame. Alors, si nous prenons les érosions côtières, oui, à Grand Popo, il y avait un village qui a disparu, il y avait une communauté là, il y avait un village là qui est totalement actuellement la position où l'eau se trouve actuellement, le village là était là. Si on prend comme ça veut dire que quand ça arrive, les communautés sont affectées. Donc, ça veut dire qu'il y a une migration qui commence ainsi. Et également, donc, on a parlé donc de la pêche, la rareté des pêches. Donc, économiquement, alors, ça affecte notre économie, puisque nous savons que nous consommons, le monde entier, près de 3 milliards au monde de personnes consomment donc du poisson. C'est le poisson qui est le plus consommé. Alors, ces poissons-là, c'est un secteur donc, qui produit donc de l'argent en termes donc de transport, voilà, maritime et autres. Et voilà, donc vous aurez pu constater que depuis qu'on est rentré en cette année 2026, vous allez commencer par entendre que oui, que les poissons, les espèces de poissons qu'on mange actuellement dans nos plats le goût a changé. Donc tout ceci, ça nous affecte aussi, ça affecte l'économie. Voilà, donc. Alors, professeur Zakarisso, je voudrais que vous réagissiez voilà, par rapport à cette question. Dites-nous quelles sont les conséquences économiques et sociales de cette dégradation pour les communautés côtières. Merci. Les conséquences sont énormes parce qu'il y a d'abord la perte d'emploi. Parce que si les pêcheurs ne vont pas en mer, les auxiliaires, ceux qui transportent, ceux qui font la glace, tout ça là, aucun d'eux ne travaille. Ça veut dire qu'il y a suppression d'emploi. Ça affecte déjà leurs conditions de vie. Et non seulement ça, avec leurs conditions de vie est affecté, ceux qui vendent les intrants de pêche aussi, ils sont affectés. Donc, en général, ça affecte l'économie nationale. Parce que les pêcheurs n'ont pas assez de poissons. S'ils n'ont pas assez de poissons, ça veut dire qu'ils vont mal tourner. Leurs conditions d'existence, ça va vraiment les affecter. Ils ne pourront plus vraiment mener leur activité à bien. Et nous aussi, ceux qui consomment, nous les consommateurs, nous avons aussi un problème parce qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, tu veux acheter le poisson. C'est cher, le poisson qu'on vendait avant avec 2 000 francs le kilo. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 4 000 francs, 5 000 francs, 6 000 francs le kilo. Donc, il y a des problèmes. Si nous prenons par exemple, je prends le poisson ordinaire que tout le monde mange, ce qu'on appelle chincha, sylvie. Sylvie, avant, on voyait des sylvies qui ont des tailles vraiment énormes, jusqu'à 25, 30, 50. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver ces poissons-là qui sont, disons, d'une taille jusqu'à 25 cm et 25 cm. C'est difficile de les trouver aujourd'hui. Vous allez aujourd'hui aux poissonneries, des poissons qui n'ont jamais pondu, c'est ces poissons-là. C'est des déchets au fait, d'alors qu'on est en train de manger aujourd'hui. Je vois des poissons de petite taille, les tilapias de petite taille, de 10 cm. Là, et ça, c'est régulier, ça se vend, disons, dans nos poissonneries. Ça veut dire que là où on pêche, on est en train de décimer carrément, on est en train de décimer le stock.
Ça veut dire qu'on ne pense pas aux générations futures. Les générations futures vont manger quoi? C'est ça le grand problème. Donc il faut que malgré cette rareté du poisson due au changement climatique, il faut que nous essayions d'adopter des méthodes, c'est-à-dire les mailles de nos engins qu'on doit utiliser pour pêcher. Là, il faut quand même augmenter ces mailles pour que le poisson qu'on doit pêcher puisse vraiment avoir pondu au moins une fois dans sa vie. Sinon, on est passé à côté. Ça veut dire que notre économie a des problèmes parce que le transport qui se fait, puisque avant les gens exportaient le poisson vers les pays limitrophes, même les crevettes sont exportées en Europe, tout ça là. Mais aujourd'hui, non, il n'y a plus ça aujourd'hui. Le poisson, tout ce qui est consommé, tout ce qui est capturé est consommé ici. Si bien que ça fait un déficit pour ceux qui exportent aussi. Donc notre économie a de problèmes, a de plomb dans l'aile par rapport à cette activité de pêche. Docteur Christian Adjé, je voudrais avoir votre lecture par rapport à cette préoccupation aussi. Oui, comme l'a dit le prédécesseur, toutes ces pressions sur l'océan affectent l'économie. Oui, oui. Le docteur Bonou l'a dit tantôt, avec l'érosion côtière, nous perdons déjà de territoire. D'accord, à partir de ce moment, ça veut dire que les infrastructures sont perdues et ceux qui font des agricultures ou les maraîchages au bord de la mer n'ont plus d'espace pour le faire. Quand nous rentrons un peu dans la pêche, le professeur l'a dit, le revenu des pêcheurs a baissé. Et à partir de ce moment, ça veut dire que le pouvoir d'achat également a baissé. Puisque quand ils vont en mer, ils mettent plus de temps maintenant d'avoir la quantité qu'ils avaient avant. Oui. Donc, pour avoir 1 kilo, il doit rester pendant longtemps en mer pour revenir, pour débarquer avec toute une petite quantité de poissons. Donc, ce qui n'était pas le cas entre-temps. Donc, tout ça, vu que le pêcheur ne peut plus acheter ce qu'il pouvait avec la quantité d'argent qu'il avait avant, à partir de ce moment, vous voyez, tout ça, ça pose un problème sur ça. Quand nous prenons également la pollution marine. La pollution marine affecte la ressource. D'accord? Donc, en affectant la ressource, que ça diminue déjà ce que les pêcheurs doivent retirer. Donc, vous voyez, tout est lié. Tout est lié en réalité. Et au regard de tous ces aspects, à qui incombe la responsabilité de la dégradation des océans aujourd'hui? À qui incombe cette responsabilité? Je vois le sourire un peu partout. Alors, allez-y d'abord. L'homme n'habite pas l'océan, mais il l'exploite. Il exploite. Parce qu'à l'entame, nous avons dit que l'océan occupe plus de 70% de la Terre. Absolument. Donc la terre ferme sur laquelle nous sommes là, c'est à peine 30%. Vous comprenez? 30% va exploiter 70%. Et comment nous l'exploitons? Nous l'exploitons de façon non durable. Ah oui. Non durable, oui. Si vous prenez l'industrie de pêche aujourd'hui, les gens développent tout pour poursuivre la ressource jusqu'à la dernière espèce. Oui. On est sur le bateau, mais on ne pêche plus à l'aveuglette comme hier. On envoie un éco-sondeur qui détecte les bancs de poissons et qui les entoure et qui les ramasse complètement. Ah oui. Quand on exploite une ressource naturelle de ce genre, qu'est-ce que vous attendez de ça? L'avenir n'est pas là. Du tout. Donc, on n'a pas besoin de passer par 1000 chemins pour voir déjà le coupable. Le coupable, c'est nous, c'est l'humain. C'est l'homme. C'est l'homme. Il faut qu'on change vraiment de comportement, de méthode et qu'on prenne conscience de ça. D'accord. Oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que les Nations Unies ont dédié le 8 juin de chaque année pour une journée de réflexion. De réflexion sur cette thématique-là. Si nous ne faisons rien, à la longue, on n'aura plus rien. C'est ça. Oui, et c'est à cause de ce dégât surtout, de la surpêche-là, qu'on a parlé des aires marines protégées. On dit aires marines protégées, ça veut dire que c'est une zone qui est protégée. Dès que c'est protégé, ça veut dire qu'à partir de ce moment, même si vous trouvez la ressource là, vous ne pouvez plus venir dans cet espace pour venir pêcher. Et à partir de ce moment, ça veut dire que nous avons un endroit où la ressource peut venir en sécurité, pondre et rester. Nous sommes d'accord? Si on ne fait pas du tout ça, regardez ce qui va se passer. Souvent au cours, j'ai fait une caricature en disant aux étudiants à supposer que nous venons sur la Terre, sur le continent, et qu'on n'a pas les réserves que nous avons aujourd'hui sur le continent, les parcs que nous avons. Au nord, nous avons le parc d'Ouvé. Nous sommes d'accord? On suppose un instant que nous n'avons pas ça. Est-ce que vous et moi, là, on aura la chance de voir un éléphant vivant aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Un lion vivant aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Donc, c'est la même chose qu'on fait en milieu marin en parlant des aires marines protégées. Donc, ce sont les réserves qui sont sur le continent, qui sont transformées, qui sont transportées en milieu marin pour créer une réserve également où nous allons faire du stock et où nous allons faire de la protection. Donc, vous voyez, voilà un peu, tout est lié et le responsable, c'est l'homme. Grand H. Un grand H. Oui. Alors, docteur Frédéric Bonou, la question, voilà, elle est adressée à vous aussi. À qui incombe aujourd'hui la responsabilité de la dégradation des océans? C'est toujours l'humain. Alors, il faut remonter vers les années 1950. Et alors, depuis ces années, on a constaté l'augmentation de la température. Il y avait donc un seuil que la température n'excédait pas sur 400 000 ans, chaque période de 400 000 ans. Mais à partir des années 1950, on a constaté des pics, oui, d'augmentation en termes de température. Et ces études ont été confirmées par les rapports du GIEC. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il existe un lien entre l'augmentation en termes de température dans l'atmosphère et donc la concentration en termes de CO2 dans l'atmosphère également. C'est-à-dire quoi? Il y a, basé sur donc, les études, il y a plus de CO2 qui est exploité, qui est utilisé, donc notre atmosphère est satisfaite, donc est plus saturée en termes de CO2, ce qui donc libère ce gaz qui donc un parmi donc les gaz à effet de serre et qui détruit notre couche d'ozone. C'est-à-dire quoi? Notre couche d'ozone est détruite et le rayonnement solaire devient plus intense, la radiation qui est reçue devient plus importante sur la Terre. Et ce qui augmente donc la température. Ça veut dire quoi? Les hommes à travers donc l'utilisation des engins, de l'industrialisation, donc contribuent donc au rejet de CO2 dans l'atmosphère, ce qui contribue à ce réchauffement global. Et ce réchauffement global affecte donc l'océan. On a dit que l'océan, c'est un régulateur du climat. C'est-à-dire quoi? Si l'océan n'existait pas, la vie sur la Terre serait même derrière impossible. Mais voilà notre océan qui a cette capacité donc de capter, de retenir donc près de 80 à 90% donc de la chaleur excédente sur la Terre, mais elle est aussi chauffée et surchauffée à un moment donné, voilà. Et ça veut dire donc la réponse à cette question, ce sont les hommes que nous constituons majoritairement, qui constituent donc les raisons. Bien entendu, il existe des phénomènes, ces phénomènes, il existe des phénomènes naturels oui, qui arrivent par cycle, comme je l'ai dit. Il y a des périodes glaciaires, interglaciaires, voilà, qui interdisent. Aujourd'hui, maintenant, l'élévation du niveau de la mer est là. Nous sommes à une période où, vraiment, avec ces réchauffements climatiques, donc, quand vous allez vers les pôles du sud, il y a des calottes glaciaires qui sont en train de se fondre, et ce qui amène donc l'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est nous les hommes, qui donc, au niveau donc, des zones du littoral, nous construisons des infrastructures pour empêcher le transport des sédiments et bloquer donc les sédiments d'une part, et pour empêcher de l'autre côté, donc, ce qui donc favorise de l'érosion accélérée. Donc la réponse, c'est bien donc de causes anthropiques plus que donc de causes naturelles. Alors, professeur Zacharie, la même question. C'est l'homme qui est le bourreau de l'océan. Parce que tout ce que nous faisons, les véhicules, les gaz que nous produisons, ça retourne à l'océan. Quand ça retourne à l'océan, il y a le CO2 qui est là, il y a le réchauffement qui est là. Quand le CO2 est produit par disons, les hommes, et l'océan les emmagasine, ça veut dire que ça a un impact sur les ressources. Avec la saturation seulement de CO2, il y a des coquillages qui ne vont plus jamais se former. Donc, ça, c'est un problème à ce niveau. Déjà, nous prenons, disons, au niveau des glaciers qui aujourd'hui, ces glaciers la fondent, et nous avons l'élévation du niveau de la mer. Il y a les hommes qui sont là, qui produisent ce que nous produisons. C'est ça qui fait que nous avons plus
l'élévation du niveau de la mer. Parce qu'il y a beaucoup de glace qui fondent en ce moment. Alors, Nous prenons du point de vue allez-y. érosion côtière. L'a dit tantôt, l'érosion côtière, il est bien vrai qu'il y a des raisons naturelles, mais ça ne dépasse pas les raisons anthropiques, ce que l'homme fait. C'est parce que c'est l'homme qui construit, quand l'homme construit l'édifice, par exemple, quelque part, du côté, comme nous avons le courant qui est majoritairement sud-est, ça fait que du côté ouest, nous avons beaucoup de sédiments qui sont emmagasinés et il y a un déficit du côté est et d'où nous avons l'érosion côtière. Il a cité les chiffres tout à l'heure, où nous avons en moyenne 14 mètres, disons au Bénin, de recul. Et nous avons notre superficie, par exemple, si on n'avait pas fait les aménagements du côté de Grand Popo, la superficie du Bénin allait diminuer, par exemple, de 23 km, parce que la langue de terre qui est là, on l'a pratiquement perdue. Heureusement qu'il y a eu les travaux à Grand Popo pour pouvoir récupérer ça. Donc, nous avons 125 km de côte. Si on perdait ces 23 km de côte, ça veut dire que le Bénin aura seulement 102 km de côte. Et là, le Togo va gagner 23. Donc, vous voyez que nous avons perdu des territoires. Et quand on perd des territoires, ça veut dire qu'on perd beaucoup de ressources. Donc, aujourd'hui, c'est l'homme qui est le problème, pas nos déchets qu'on n'arrive pas à gérer correctement. Et je pense que le gouvernement a juste vu pour dire qu'il faut déplacer Dantokpa aujourd'hui. Parce que là où il y a les hommes qui travaillent, qui produisent les déchets, automatiquement, ils les jettent dans la lagune et c'est convoyé directement vers la mer. Là, donc, vous êtes pour ce transfert? Ah oui, je suis pour le transfert. Ah d'accord. Je suis pour le transfert parce que le dégât que ça cause. Parce que n'importe comment, on discipline les gens, on dit les ordures, comment il faut gérer les ordures. Ils ne sont jamais arrivés à être disciplinés pour pouvoir vraiment jouer le rôle, pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il faut faire, le comportement qu'il faut adopter par rapport aux déchets. Et on parle des déchets plastiques, par exemple. Quand vous prenez un plastique qui va en mer, surtout un plastique, un sachet blanc par exemple qui va en mer, vous avez vu que ça forme, il y a de l'eau qui rentre dedans, ça forme comme une boule, c'est comme les méduses. Et les tortues marines mangent les méduses. Quand une tortue marine va voir ça là par exemple gonflé, pense que c'est la tête de méduse, va manger, et quand il mange, quand la tortue mange, ça veut dire que la tortue est intoxiquée et il y aura de problèmes. Et c'est là où nous remarquons qu'il y a beaucoup de tortues marines qui sont mortes sur nos plages et autres. Nonobstant ce que les pêcheurs font, les pêcheurs qui vont les capturer pour pouvoir manger de façon clandestine, les braconniers on les appelle, nonobstant leur activité, nous avons ce problème-là qui est là. Donc c'est l'homme qui est effectivement le bourreau, qui est effectivement un problème pour l'océan. Donc, essayons d'adopter alors un bon comportement pour pouvoir vraiment sauver l'océan. Merci à vous pour ces détails. Alors, les politiques publiques sont-elles aujourd'hui à la hauteur des enjeux actuels? Docteur Christian Adjei. Bon, par rapport à cette question, nous dirons que, bon, c'est vrai que la politique essaie de faire, mais ce n'est jamais suffisant. C'est d'ailleurs pour ça que les Nations Unies demandent chaque fois de repenser à la question. Si on prend par exemple l'exemple du Bénin, si nous prenons, nous voyons un peu ce que l'océan nous rapporte en matière financière. On dit que l'océan est le poumon de l'économie du Bénin, ce que nous générons dedans. Combien nous retournons à l'océan? Combien le Bénin met pour corriger les problèmes de l'océan? Hein? Même pas 1%. D'accord? À supposer que nous avons créé, par exemple, une banque pour mettre chaque année, j'ai dit 1% de ce que nous recevons du port, je suis sûr que nous allons retourner un peu quelque chose quand même à l'océan pour corriger les problèmes que nous avons. Oui, malheureusement, on n'a pas ça. Si nous prenons par exemple la recherche au Bénin, combien l'État met dedans, la recherche, pour ne pas aller à la recherche océanographique, combien chaque année on met dedans, alors que c'est l'océan là qui nous permet quand même de vivre notre vie, de payer les salaires, de payer les impôts, tout ça. C'est l'océan qui nous rapporte tout ça.
Et nous ne pouvons pas lui retourner peut-être 1% de ça. Ce n'est pas bien. Donc c'est en ça que moi je dirais que la politique ne fait pas assez. Ne fait pas assez par rapport à ce que la politique devrait faire. Alors, la politique ne fait pas assez. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Dr Christian Adjei et Dr Frédéric Bono? Merci, madame. Oui, comme l'a dit Dr Adjei, oui, la politique essaie, voilà, de faire, par exemple, de protéger notre côte, mais souvent, les moyens utilisés sont des moyens, des fois, qui sont des moyens qui ne sont pas à long terme. Voilà. Et des fois, il y a un peu, disons, ce manque de collaboration entre la politique et les scientifiques. Il y a par exemple des informations qu'on a besoin à la base. Si par exemple on doit développer tel outil, donc telle infrastructure donc de protection, donc il faudrait qu'il y ait donc de synergie. La politique travaille, mais avec ses moyens. Et des fois ce n'est pas des moyens aussi adéquats. Et c'est pour cela qu'il faut donc les scientifiques pour pouvoir donc aussi apporter donc les pierres à l'édifice. Et dans cette question de comment nous devons protéger notre côte, de comment nous devons le faire. Alors, parlant aussi de la politique, si donc nos océans sont pollués, si notre océan est pollué, alors il faut protéger notre océan. Je pense, bon, par exemple, le déplacement donc, du marché des Dantopa pour pouvoir éviter de la pollution. C'est vrai que c'est une question qui dérange d'autres, mais ça protège notre habitat. Ça, c'est une décision qu'on peut saluer donc, du gouvernement qui donc, permet donc, de déplacer donc, ce marché pour protéger un tant soit peu. Donc, les décisions comme ça. Et la pollution à travers donc, les plastiques, je pense, j'en avais entendu que nous devons éviter donc d'utiliser les plastiques, les sachets et autres là. Il y a des pays où quand tu vas payer donc du pain, on te remet donc des baguettes du pain à la main. Si tu ne viens pas avec un sac toi-même, donc il faut favoriser cela. Donc il faut interdire donc l'entrée des sachets en plastique qui ne sont pas biodégradables et qui donc tout ça, la politique aussi a son rôle à jouer. Mais également, il faut dire aussi que la population aussi a son rôle à jouer. Il y a la responsabilité aussi, nous revient aussi de contribuer, d'aider aussi le gouvernement, voilà, dans cette tâche-là. Comme l'a dit le docteur Adjei avant, oui, une mauvaise gestion des ordures que nous avons à la maison, même si nous sommes au nord, alors le vent peut transporter ces objets, ces plastiques-là, jusqu'au sud ici et se retrouver donc dans la mer. Et par la suite, nous revenir. Donc nous avons aussi un rôle à jouer pour aider donc le gouvernement dans ce sens-là. Alors, nous avons un rôle à jouer. Je vais vous poser la question de savoir, professeur Zachary Sou, quel rôle les organisations régionales et internationales doivent-elles jouer au regard de tous ces paramètres? Merci. Je pense que les organisations internationales, les organismes internationaux, ils jouent beaucoup leur rôle par rapport à l'intégration régionale. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous avons un seul océan. Il y a les Nations Unies qui jouent leur rôle. Au-delà des Nations Unies, les Nations Unies qui ont vu juste qu'il y a la décennie des océans. Ça fait partie des initiatives qui permettent d'attirer notre attention sur la gestion des océans. Nous prenons la FAO comme la Commission océanographique intergouvernementale. Il y a tous ces organismes-là qui jouent leur rôle dans la gestion de l'océan. Et il faut que nous-mêmes, à l'intérieur, chez nous, nous puissions les intégrer à nos différentes politiques pour pouvoir vraiment gérer de façon durable les océans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'aires marines protégées, c'est exigé, par exemple, ou bien recommander que nous ayons les aires marines protégées, disons, dans tous les pays côtiers, jusqu'à hauteur de 30%. Aujourd'hui, est-ce que c'est fait? La politique, aujourd'hui, par rapport à ce que la politique fait, il est bien vrai que les collègues l'ont dit tout à l'heure, le gouvernement fait, mais ce n'est pas encore assez.
Quand vous prenez par exemple la politique de gestion des plastiques, par exemple la loi qui a été votée pour interdire l'importation, l'utilisation des sachets plastiques. Normalement, moi je disais qu'il faut, on dit, déchets, c'est-à-dire les sachets biodégradables. Qui contrôle ces sachets-là à leur entrée chez nous? Personne ne contrôle. Donc, moi, je pense que si nous avons ces limites-là, c'est de dire seulement les sachets et non aller à biodégradable. Et par rapport à notre incapacité de pouvoir vraiment gérer au mieux ces déchets, il vaut mieux alors que nous adoptons alors une politique pour pouvoir les transformer ces déchets-là. Il faut les transformer pour les réutiliser après. Là, on saura que bon, il y a vraiment une gestion durable. Et je lance un appel aux opérateurs économiques de bien vouloir installer les usines qui pourront vraiment recycler ces déchets. Parce que on voit seulement les sachets. Nous avons les bouteilles de plastique, les bouteilles de pommade et autres, et j'en passe. Nous avons tout ça là qui constitue aujourd'hui des déchets que nous n'arrivons pas à gérer au mieux. Donc, nous sommes obligés d'avoir, avec notre intégration sous-régionale, avoir une synergie d'action dans tous les pays côtiers pour pouvoir gérer au mieux ces déchets-là. Alors, quel rôle, voilà, je posais la question de savoir quel rôle les organisations régionales et internationales doivent-elles jouer dans ce processus ou au regard de tous ces paramètres. Et je voudrais que vous réagissiez un peu à propos de cette préoccupation, Dr Christian Adjei. Oui, à l'entame, nous avons dit qu'il y a 5 océans, mais tous les océans se communiquent. Ça veut dire que nous avons un seul océan. À partir de ce moment, ça veut dire que nous devons travailler en synergie. Travailler en synergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons travailler en synergie entre tous les pays côtiers du monde. Ça fait déjà le régional et en international parce que nous avons un seul océan. Alors nous devons travailler en synergie. Je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut renforcer la collaboration entre scientifiques, autorités publiques et voilà, population, parce qu'on évoquait tout à l'heure cette préoccupation-là où tout n'est pas vraiment et forcément partagé à tous les niveaux. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le même langage quand on parle des politiques, des décideurs et puis des scientifiques. Bon, nous devons aller l'un à l'autre. Nous allons aller dans les écoles. Les scientifiques doivent faire l'école des politiciens pour savoir quelle langue, par rapport à quelle langue on doit les parler. Parce que quand on ne va pas sortir trop de chiffres, ça ennuie peut-être les politiciens. Donc, comment aller directement au concret et leur montrer. D'accord. Oui. Si vous parlez par exemple de pêche et vous êtes en train de dire, bon, on a eu ça, ils ne vont pas comprendre, mais allez directement leur montrer que par exemple, il y a 20 ans, voilà la quantité de poissons qu'on pêchait, mais aujourd'hui, regardez la quantité de le poisson qu'on pêche. Dès que vous allez à ce langage-là, directement, le politicien, il comprend en même temps, il dit, ah, qu'il ne savait pas. Donc, c'est le langage de ça. Donc, que ce soit les politiciens, les communautés, les scientifiques, nous devons aller faire l'école des uns et des autres. Alors, je voyais tout à l'heure Dr Frédéric Bonou sourire tout en acquiesçant. Oui, allez-y. Je pense que les organisations internationales en font, mais au niveau local, également, nous devons travailler. Et à travers donc les formations au Bénin, donc nous avons l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin, l'IROB, et pour la recherche, mais également nous formons aussi des océanographes au Bénin depuis 2008. Et donc nous avons besoin de travailler ensemble, oui, et de mettre nos connaissances donc à contribution donc pour protéger, pour permettre donc à ce que notre océan soit vraiment un océan qui nous permet donc d'avoir de bonne santé. Alors, merci à vous. Nous arrivons au cœur de notre réflexion car derrière les chiffres, les rapports et les arlettes, une question demeure. Sommes-nous encore capables d'inverser la tendance? Sommes-nous proches d'un point de non-retour pour certains écosystèmes marins? Dr Frédéric Bonou. Alors, il y a une étude
récente que nous avons réalisée dans notre groupe de travail, c'est sur l'élévation du niveau de la mer. Et à travers donc les études basées sur la géo-ingénierie climatique, qui donc utilisent des méthodes et des moyens pour réduire donc la température, c'est-à-dire quoi, pour inverser donc la tendance en termes donc de réchauffement global, c'est-à-dire l'augmentation de la température. Oui, il existe de ces études-là en expérimentation qui sont utilisées dans les modèles, mais l'étude réalisée sur l'élévation du niveau de la mer montre que même si nous baissons, oui, la température aujourd'hui, oui, nous allons toujours continuer par avoir une augmentation en termes de niveau de la mer. C'est-à-dire quoi, cette tendance va baisser, mais le niveau, oui, de la mer va toujours continuer par augmenter. Ça veut dire quoi? L'océan a emmagasiné de la chaleur là pendant des années et qui donc continue donc d'agir. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir inverser la tendance aujourd'hui, nous devons nous lever. Oui, tous, pour pouvoir donc protéger notre environnement, protéger notre océan et pour trouver donc un moyen donc qui contrebalance ce réchauffement global. Merci, je ne vous coupe pas, mais nous sommes voilà, vers les dernières minutes. Dites-nous très rapidement, professeur Zachary Sow, sommes-nous proches d'un point de non-retour pour certains écosystèmes marins, à votre avis? Non, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Soyons optimistes. Parce que, oui, en agissant, nous devons agir. Et tout ce qui a été mis au point par les organisations internationales, décennies de l'océan, décennies de la mer, tout ça là, ce sont des outils pour attirer notre attention. La célébration du 8 juillet, par exemple, c'est pour une réflexion sur les océans. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je pense que ce que nous avons dit ici, tout ça là, ça pourrait vraiment avoir un impact sur la population. Donc nous devons vraiment avoir un regard. Qu'est-ce que nous devons faire pour moins polluer nos océans? Et nous avons ces moyens-là. Nous pouvons le faire si nous gérons bien nos déchets. Et si nous formons la population pour pouvoir vraiment gérer les déchets depuis la maison. Et que nous prenons l'habitude de jeter les déchets dans les poubelles. Il faut que les poubelles soient là pour pouvoir gérer. Et que le gouvernement puisse accompagner les chercheurs, accompagner les gestionnaires de ressources pour mieux valoriser les connaissances. Et pour ce faire, je pense qu'on doit nécessairement avoir un langage pour pouvoir parler. Et il faut que les autorités sachent que nous avons quelque chose à vendre. Il faut qu'ils nous écoutent, c'est-à-dire ce que nous faisons. Quand nous avons des résultats, il faut que ces résultats soient traduits vraiment en activité palpable qu'on peut toucher. Merci à vous, professeur Zachary Sow. Bien évidemment, nous sommes dans les premières semaines du septennat du président Romuald Wadaï. Et voilà, je vous pose la question, docteur Christian Adji. Dites-nous quel engagement attendez-vous aujourd'hui, concrètement parlant, du gouvernement? Oui. Oui, j'attends de mon président Romuald Wadaï qu'il regarde beaucoup la recherche. Je suis un chercheur et chercheur océanographe. Et j'ai l'impression que pendant ces 2 dernières décennies, c'est-à-dire les 20 dernières années, rien n'a été fait pour ce domaine de la recherche. Si je veux un peu en abuser, depuis les 10 dernières années, la recherche a été un parent maigre du ministère du Supérieur. Donc je souhaite réellement, en regardant mon président en face, pour dire de regarder du côté de la recherche. La recherche, en fait, nous permet d'avancer avec certitude. Dans un pays, quand il n'y a pas de la recherche, c'est que vous avancez à l'aveuglette. Ça veut dire que là où nous avons buté le pied maintenant, nous partons, ça veut dire qu'au retour encore, nous allons nous buter le pied au même endroit. La recherche est là pour vous dire, voilà ce qui nous a empêchés d'avancer. Et on va le sauter pour qu'on puisse aller de l'avant. Et comme ça, les générations à venir également ne pourront pas buter les pieds à cet endroit. Mais quand vous laissez la recherche, vous voyez, on avance à l'aveuglette. Je souhaite réellement que le nouveau président Wadaï, pendant son mandat, qui a commencé maintenant, nous avons espoir qu'il va faire beaucoup au niveau de la recherche, surtout du côté de l'océan, parce qu'actuellement, nous parlons de l'océan et nous sommes océanographes. Donc, qu'il regarde un peu du côté de l'Institut océanographique,
qui demandent, qui mettent un peu des moyens pour que nous puissions aussi, à l'image de nos voisins, de d'autres pays, qu'on puisse également booster la recherche océanographique au Bénin. Quelques exemples de pays qui ont connu de succès sur le plan océanologique, on peut l'avoir. Oui, bon, quand vous prenez par exemple l'Afrique du Sud aujourd'hui est beaucoup avancée parce qu'on travaille avec l'Afrique du Sud. Et vous avez également le Maroc, les pays du Maghreb. Le Maroc qui nous invite souvent. La preuve, en 2024, l'ancien président Talon a sollicité auprès de son homologue marocain un bateau de recherche marocain de l'IHH qu'on a envoyé au Bénin et nous avons embarqué et nous avons fait des travaux en milieu marin. Donc, le Maroc nous a aidé à faire une évaluation des ressources maritimes. Regardez un instant, on exploite une ressource que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas l'évolution, nous ne connaissons pas la quantité. Vous comprenez qu'on avançait à l'aveuglette. Donc, si nous ne faisons pas ces recherches de façon régulière pour connaître la ressource que nous avons, ça veut dire qu'un jour, on sera là et un pêcheur va prendre la dernière ressource. Et on va se retrouver à un désert de liquide, comme je le dis. On n'aura plus rien. Donc, déjà, ces pays, il y a l'Afrique du Sud qui avance beaucoup. Le Nigeria à côté de nous également. Nous faisons également des rapports d'échange, de collaboration scientifique avec le Nigeria, avec lequel on travaille beaucoup. Il y a également le Sénégal qui a fait vraiment beaucoup de bons. Mais quand on descend chez nous, l'Institut océanographique créé par le Bénin, le gouvernement du Bénin depuis 2002, n'a même pas un moyen pour aller sur l'océan. Vous voyez un peu? Oui, n'a même pas une vedette. Qu'on peut même acheter déjà peut-être à 10 millions, à 20 millions, on peut déjà avoir une petite vedette pour aller sur l'océan, pour aller faire des recherches. Aujourd'hui, quand on veut aller sur l'océan, on est obligé de tendre la main à la marine. Et quand la marine est occupée, ça veut dire qu'on attend. L'Institut océanographique du Bénin a une bouée, par exemple, pour faire des prévisions océanographiques. Nous avons nos parents qui vont en mer. Dès qu'il y a une situation de pêche, dès qu'il y a des tempêtes qui les surprend en milieu marin, certains perdent la vie. Ils sont allés nous chercher à manger, mais ils perdent la vie. Nous travaillons, l'Institut océanographique du Bénin travaille pour prévenir, pour leur dire le temps qu'il va faire en mer. Donc par rapport à ça, nous avons une bouée océanographique qui a été installée en milieu marin. Mais faute de moyens pour aller régulièrement faire le suivi, cette bouée est rendue aujourd'hui à l'Institut océanographique du Bénin. Alors, vous voyez, donc on ne fait plus ça. Voilà un peu ce que, par exemple, le gouvernement du Bénin devait déjà réfléchir à faire. On ne peut pas envoyer les gens à la mort, alors qu'ils vont chercher à manger. Non, c'est le mot. Vous les envoyez, les pêcheurs, c'est grâce à eux que nous avons du poisson chez nous pour manger. Mais quand ils vont, ils ne reviennent plus. Vous voyez ce que ça donne? Alors que quand nous on travaille, on leur dit le temps qu'il va avoir en milieu marin, aujourd'hui, demain et après-demain, dans les 72 heures qui viennent. À partir de ce moment, ils vont prendre les précautions. Ils vont prendre des bouées, soit ils vont aller en groupe, soit ils vont aller avec d'autres appareils. Il y a d'autres également que nous sommes en train de développer pour leur permettre, dès qu'ils sont surpris là-bas, de nous informer sur la côte pour qu'on aille à leur recherche. Donc il y a tous ces moyens-là aujourd'hui qui sont à développer et que malheureusement, faute de moyens, on ne peut pas avancer. Alors que d'autres pays à côté de nous l'ont fait. Voilà un peu quelques actions qu'on recommande à notre président de faire. Bien évidemment, de vos attentes, plus précisément des attentes de l'Institut des recherches halieutiques et océanologiques du Bénin, n'est-ce pas? Oui. Et j'espère bien sûr que c'est partagé par voilà, docteur Frédéric Bonneau ainsi que le professeur Zachary sur ce plateau. Hein? Oui, bien sûr. Les attentes sont partagées. Alors, merci, mesdames et messieurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant de conclure, je voudrais donner à chacun de vous une minute pour s'adresser directement à nos téléspectateurs. Quel message adressez-vous ce matin où nous célébrons la journée mondiale de l'océan? Quel message souhaitez-vous adresser à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent? Allez-y, docteur Frédéric Bonneau. Chers téléspectateurs, chers gouvernements, et chères communautés, chers étudiants, chercheurs, l'océan joue un rôle très important dans la régulation donc, du climat. Donc, nous devons protéger notre océan. Si nous investissons 1% aujourd'hui, ce que l'océan pourra nous ramener, ça peut même être 100%. Plus de 100% de ce que nous lui avons injecté. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, docteur Christian Adjé. Quel rôle la jeunesse africaine doit-elle jouer dans la protection des océans aujourd'hui? Merci beaucoup, chère jeunesse. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire.
Donc voilà un peu mon slogan que j'adresse à toute la communauté mondiale par rapport à l'océan. L'océan est en suicide. Je demande à tout le monde de revenir en arrière pour mieux faire, pour protéger cette ressource qui nous permet, cette ressource vraiment naturelle qui nous permet quand même de vivre sur la Terre. Absolument. Merci alors, professeur Zachary Sou. Quelle action simple chaque citoyen peut-il adopter enfin dès aujourd'hui pour contribuer à la préservation de notre planète bleue? Merci beaucoup. Pour gérer au mieux la planète bleue, il faut que chaque citoyen puisse adopter un comportement, je fais la tautologie, un comportement citoyen, c'est-à-dire gérer au mieux les ordures depuis la maison, de ne plus prendre les bas-fonds, les zones humides comme des dépotoirs de déchets. Donc il faut que nous adoptons un comportement citoyen. Au gouvernement, j'invite le nouveau gouvernement de Romuald Wardai de prêter vraiment attention à la recherche, surtout la recherche océanographique, qui est le parent pauvre aujourd'hui. Parce que nous, à l'instar de nos pays, à l'instar de nos voisins, de nos collaborateurs, tout ça là dans le monde, nous sommes vraiment en arrière. Nous n'avons pas les moyens suffisants pour mener à bien les recherches. Et non seulement ça, les équipements, il y a aussi la ressource humaine qui est là. Il faut recruter dans ce domaine-là quelques chercheurs, les jeunes qui sont là et qui ont la technicité, qui sont spécialistes, qui sont océanographes et qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Et c'est les autres pays, on a déjà recruté. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 2 Béninois qui ont fait le master ici, qui ont fait leur PhD ici au Bénin, qui sont déjà recrutés. On est vraiment pris par le temps par ici. Comme j'aime si bien le dire, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne de conclure. Chers amis et téléspectateurs, c'était une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan. Merci à vous, chers invités, Dr Frédéric Bonou, Dr Christian Adjé, professeur Zachary Sou. Merci à vous trois d'avoir répondu présent à notre invitation et surtout, merci pour vos analyses et vos éclairages. Cette émission, mesdames et messieurs, nous rappelle que l'océan n'est pas un espace lointain réservé aux scientifiques ou encore aux populations côtières. Il influence notre climat, notre alimentation, notre économie et notre avenir commun. Le thème de cette journée mondiale des océans 2026 est sans équivoque. Un appel à protéger davantage, à agir plus vite et à penser plus loin. Car préserver l'océan, c'est préserver les conditions de la vie sur Terre. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et aussi via notre application iOS et Android ETélé. Excellente suite de programmes sur ETélé. Au revoir.